droite, là. Ah oui, d'accord. Ah oui, tout de suite, oui. Non. Mais je voudrais répondre à... Ce que j'ai dit, c'est inacceptable. Enfin, si je parle avec certains dirigeants israéliens, c'est acceptable, mais pas avec la moyenne. Non, mais moi, je veux dire, franchement, je ne me sens pas du tout visé, je suis assez d'accord avec vous dans l'ensemble. Le seul problème, c'est que j'avais un certain nombre de questions à vous poser. Si vous me permettez, je voudrais vous interviewer là-dessus, justement. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, quelle est la solution, enfin, pour poser brutalement, quelle serait la solution idéale de la question juive? Si j'ai bien compris, les juifs peuvent revenir dans cette région-là, mais pas sous une forme étatique, en quelque sorte. Voilà, exactement. Hein, c'est un peu ça que vous avez voulu dire. Exactement. En fait. Oui. Mais le problème, c'est qu'effectivement... Les Palestiniens les acceptent tout à fait. Voilà, c'est ça. C'est vrai que les problèmes des implantations seraient résolus si on acceptait l'idée qu'il y ait une minorité juive en Palestine. C'est d'autant plus idiot que de concentrer les Juifs à Tel Aviv où ils n'ont jamais été dans leur histoire. Exactement. Alors que les exclure de la Judée qui était leur pays, voilà. c'est complètement dingue. Mais c'est pas de leur faute. C'est de la faute des Israéliens. Oui. Parce que les Israéliens ont préféré s'installer. Vous savez qu'en 47, quand l'ONU a décidé la partition, ils ont dit là où il y a le plus de Juifs, on fait l'État d'Israël, et dans les régions palestiniennes où il y a le plus de musulmans, on fait. Oui. Or, les Juifs avaient préféré s'installer, au lieu de s'installer sur les territoires correspondant à leur réalité biblique, eh bien, ils ont laissé ces territoires de l'intérieur aux Arabes, ce qui fait un problème absolument insoluble. Parce que donc ils ont laissé, ils n'ont pas voulu occuper Hébron ou Jéricho. Jéricho, c'est leur souche, quoi. Oui, ils n'ont pas voulu occuper ces régions-là, ils ont préféré occuper les villes du littoral. Vous savez pourquoi? Parce que c'est plus agréable. Non, c'est parce qu'ils voulaient gérer les migrations. Et comme les bateaux arrivaient par la mer, ils voulaient occuper les ports pour recevoir l'immigration. Ah, d'accord. De toute façon, il y a deux. Bon, mais en réalité, c'est son... Voilà. Alors, par la suite, il y a eu une espèce de renversement. Maintenant, il y a des Juifs qui considèrent que ce qui est important pour eux sont justement les régions qui sont marquées bibliquement, qui étaient justement les régions de l'intérieur. C'est Jéricho. Alors, qu'est-ce qu'il y a à Jéricho? Il y a Sichem, il y a Hébron, il y a Naplouse, enfin, il y a Bethléem même, enfin, tout ça. Oui, Bethléem qui est pourtant maintenant palestinienne. Bethléem. Oui, mais il y a eu une espèce de renversement extrêmement bizarre, à savoir qui montre bien, comme dit monsieur, que la raison de le retour des Juifs en Palestine ne s'est pas fait pour des raisons religieuses. Parce que si c'était fait au départ pour des raisons religieuses, ils se seraient dépêchés d'investir les sites religieux, ce qu'ils n'ont absolument pas fait. Tel Aviv n'est pas du tout un site religieux. Oui, c'est au bord de la mer. Haïfa non plus. C'est au bord de la mer. Voilà. Donc ils ont suroccupé les villes du littoral et ils ont sous-occupé les villes de l'intérieur qui auraient été la justification de leur démarche. Alors, les Rothschild ont commencé par acheter là où il y avait l'eau. Ils ont acheté les terres. Les Français d'ailleurs, Rothschild français, n'oublions pas. Ils ont acheté les sources en Haute-Galilée, les Rothschild. C'est comme ça que ça a commencé. Ils ont bien fait. Il ne faut pas oublier que ce sont des Français qui ont élaboré les premières colonies, parce que c'était des Rothschild français. Oui. Et toute l'équipe d'encadrement, en gros, c'était des Juifs russes encadrés par des Juifs français. C'est toujours été comme ça. D'ailleurs, il y a une définition du sionisme qui dit un sioniste, c'est quelqu'un qui envoie un autre juif avec l'argent d'un troisième en Palestine. Effectivement. C'est un juif qui envoie un juif avec l'argent d'un troisième juif. Ça peut aller loin, ça. Je voudrais revenir sur je voudrais aller vers l'essentiel pour qu'on ne se disperse pas trop, à savoir que, en fin de compte, pour introduire une théorie cyclique dans la question du peuple juif, ma position actuelle est la suivante, je l'expose très rapidement, à savoir les juifs ont besoin périodiquement de se donner une nouvelle destination. Oui. Donc effectivement, ça fait partie de la spiritualité juive, l'idée du départ et de l'arrivée, ça ne peut pas être ça peut être un point terminal. Toute idée de point terminal est une aberration de toute façon. Parce que nous sommes mus par des processus cycliques, donc toute idée de quelque chose qui aboutirait à une fin est quelque chose de relativement inacceptable. Donc effectivement, pour moi, le peuple juif est amené à nouveau à repartir vers une nouvelle terre promise, à remobiliser ces différentes diasporas vers une nouvelle terre promise. Et à ce moment-là, Israël ne serait plus qu'une diaspora parmi d'autres. Il ne serait plus le point d'aboutissement de l'histoire juive, mais il ne serait qu'un moment de passage particulier parmi d'autres moments de passage
moment de rassemblement parmi d'autres moments de rassemblement, et à ce moment-là, on est prêt vers un nouveau processus prophétique et mosaïque, à savoir, voilà, les Juifs vont se rassembler vers une nouvelle terre qui va être déterminée, qui va être fixée. La grande erreur, c'est de... La grande erreur, c'est d'avoir... moi, j'ai beaucoup travaillé sur Theodor Herzl, qui est un des fondateurs du sionisme. Herzl disait clairement, la terre juive sera la terre où les Juifs décideront d'aller. Il n'était pas du tout nécessaire dans son esprit que cette terre était déjà historiquement occupée. C'est pour ça que les États-Unis sont le seul. On appelle le second d'Israël. Vous avez rencontré deux et c'est une généralité. Non, mais je veux dire que ça a été... là, c'est ce qu'on pourrait appeler une surdétermination. C'est-à-dire qu'ils ont cru bien faire. En réalité, ça a des effets pervers. Ils ont cru bien faire en choisissant comme terre promise une terre qui avait déjà été occupée par les Juifs. Donc qui était déjà juive par elle-même. Qui n'était pas juive par décision de la population juive d'en faire une terre juive, mais une terre qui était déjà juive par elle-même, ou soi-disant juive par elle-même. Donc ils ont fait un choix qui était faussé, c'est-à-dire qu'au lieu... À quelle époque? Mais attends, On parle de 1905, Ah, 1905. 1917. C'est que ça s'était... Vous savez qu'en 1905, Herzl, avant de mourir, avait accepté que les Juifs soient installés en Ouganda. Oui. Donc l'idée d'installer les Juifs en Palestine de façon certaine a été lancée par les Anglais en 1917, à la fin de l'Empire ottoman, parce que les Anglais voulaient absolument que les Juifs soient installés dans cette région. Mais c'est même leur pays, en Ouganda, il n'a rien à y faire. Attendez, vous n'avez pas entendu mon argumentation, monsieur. L'argumentation, c'est que est juive la terre que les Juifs décident d'investir. Non, c'est pas possible, parce que ça fait 5000 ans qu'il y a des Juifs, vous avez toujours été là. Écoutez, apparemment, il y a un blocage à ce niveau-là, on ne peut pas communiquer. La Bible a commencé avec... Oui. Écoutez, il les a sortis d'Égypte pour les amener en non, mais ça, c'est l'histoire après coup. Les Juifs sont allés en Pologne, les Juifs sont allés en Turquie, les Juifs sont allés en Espagne. Il y a eu des tas d'endroits où ils sont allés, où ils se sont rassemblés. Hein, et donc, par conséquent, ce n'est qu'un fantasme du XXe siècle, cette idée que les Juifs doivent revenir en Palestine. Vous réécrivez l'histoire après coup. En réalité, toute l'histoire des Juifs montre bien qu'au contraire, ils ont pu se polariser à toutes les époques de leur histoire vers des destinations diverses qu'ils ont investies. Quand les Juifs ont été expulsés d'Espagne, ils ont investi la Turquie. Quand les Juifs ont été expulsés d'Europe, ils ont investi... Comment ? Moi, j'ai été expulsé d'Espagne. Enfin, vous, votre famille. Ma famille, oui. Oui, voilà. C'est le premier ambassadeur d'Israël auprès de l'Union européenne qui m'a révélé mon identité. Après, j'ai vu les choses. Non. Cette idée que les Juifs n'ont le droit d'aller que dans la terre de leurs ancêtres est une idée qui me paraît enfantine. Non, ils n'ont pas le droit d'aller que là, ils peuvent aller. Non, mais je veux dire que c'est... Non, mais justement, la grande erreur, si on voulait analyser géopolitiquement la grande erreur de ce qui vient pourrir la problématique du Moyen-Orient, c'est justement cette interférence de l'histoire dans l'action, dans la décision politique. Parce que finalement, ça vous fait faire des erreurs. Quand vous savez que très bien que parfois on commet des erreurs de jugement, au nom justement de ce genre d'argument, au nom de la mémoire, parce que ça nous rappelle quelque chose, parce que c'est déjà ça. Au lieu de décider en toute liberté, quitte à choisir un lieu nouveau, on va choisir un lieu qui est déjà connoté, et parfois on fait des erreurs. On va vous mettre pour le juif errant. Moi, je suis pour le juif avec un territoire, parce qu'une culture a besoin de territoire. Non, je suis pour les juifs, j'ai pas dit ça. J'ai dit que la problématique juive de rassemblement impliquait une dispersion. On est encore dans la cyclicité. Il ne peut pas y avoir de rassemblement, c'est pas de dispersion. Oui, il y a eu dispersion maintenant. Non, cycliquement. Oui. C'est-à-dire en permanence. Après le rassemblement, il faut à nouveau de dispersion. Ah bon Ah oui, autrement il n'y a pas de cyclicité. Autrement vous avez une conception linéaire de l'histoire. Vous allez avoir raison parce qu'il faut à nouveau être dispersé. Eh bien voilà. Dans 2-3 ans, ça va... Non, mais peut-être pas dans 2-3 ans, mais en tout cas, cher monsieur, le propre de la cyclicité, c'est de ne jamais s'arrêter. Donc, tout rassemblement ne peut être que provisoire. Bon. Et moi, je dis qu'effectivement, il ne s'agit pas de dire que nous sommes un peuple errant, il s'agit de dire que nous sommes un peuple qui assume dans son histoire l'idée périodique d'un départ et d'une arrivée.
Bon, et ça fait qu'on n'a pas attendu le 19e siècle. C'est l'idée le sacrifice de la stabilité. En fait, à un moment donné, il faut faire un sacrifice de cette stabilité pour partir et pour accepter les sacrifices qu'implique aussi l'installation dans une région nouvelle. Maintenant, la question, c'est la bipolarité. C'est-à-dire que dans cette région nouvelle, le peuple juif s'unit avec une population locale. C'est ça c'est je l'ai écrit récemment là sur c'est là cette espèce de problématique complexe de l'unification du juif avec le non-juif. Josué n'a pas du tout chassé les Palestiniens des départ. C'est marqué partout. Absolument. Voilà. Donc l'idée d'une cyclicité doit s'accompagner également de l'idée d'une dualité. Voyez-vous que les deux concepts, cyclicité et dualité, sont liés. Il faut toute cyclicité implique une union. Et l'union se fait entre les juifs, qui sont en quelque sorte le pôle masculin, et la population locale qui devient le pôle féminin et qui est fécondée par la présence juive. Exactement, la politique d'Israël avec les rabbins qui la commandent, c'est exactement le contraire. Vous pouvez être juif, si vous êtes de mère juive, et encore il y a des conditions. Hein, le mariage entre juifs et palestiniens est refusé, n'est-ce pas? Oui, il y a une loi qui interdit. Oui. Contraire. Oui. Mais voilà, mais c'est parce que ça n'a pas été formalisé aussi, parce qu'il n'y a pas eu une théorisation de tout ce processus. Il faut élaborer un modèle véritable pour qu'effectivement on puisse appliquer ça. Il y a plusieurs arrêts de la Cour supérieure de justice israélienne dans ce sens, n'est-ce pas? Oui, non mais effectivement, moi, mon point de vue est innovateur sur ces deux plans, à savoir que il y a à aucun moment le processus de rassemblement ne doit être achevé, il doit être constamment relancé pour qu'à nouveau on puisse se rassembler, et deuxièmement, chaque fois qu'il y a aboutissement dans un lieu donné, il y a une cohabitation, il y a une synergie et une symbiose avec la population locale. Oui. Et quelle est, vous pensez, la mission des Juifs? Alors, il y a le problème, il faut distinguer le destin et la mission. Mais à mon avis, c'est un peu lié. C'est ce processus justement de déracinement qui est un peu une sorte de pollinisation de la planète. Parce que les Juifs pollinisent la planète, précisément par ce constant mouvement ce mouvement qui consiste à partir d'un lieu donné et d'arriver dans un autre lieu qu'ils vont féconder. On retombe dans la notion de polygamie. Le juif est un peuple polygame par rapport aux autres peuples. C'est donc l'opposition entre les juifs, le juif et les goyim, les peuples. Au cours de son histoire, il va, chaque fois qu'il atterrit dans un autre lieu, il va féconder cet autre lieu et les populations de cet autre lieu. Effectivement, là, vous avez tout à fait raison, ça c'est un point qui n'a absolument plus été compris. Il faut créer une sorte d'entité un binôme entre les Juifs et cette population locale qui les accueille. Et à votre avis, le peuple juif, c'est une religion ou c'est une race? Ah non, je n'emploierai pas ce mot-là, ça fait partie de ce qu'on appelle tout à l'heure la sociobiologie, c'est-à-dire une réalité biologique extrêmement ancienne, qui n'est en aucune façon simplement réductible à une religion. Mais cela dit, on tombe dans des domaines qui sont assez complexes, mais en effet, ça fait partie des grands clivages dont il faut tenir compte et dont je n'ai pas parlé. Tout à l'heure, j'ai parlé du clivage masculin-féminin, j'ai parlé des cycles, mais effectivement, il y a aussi le clivage juif-non-juif qui serait également à considérer. Les séparades et les askénazes, parce que les séparades, c'est des descendants d'Abraham, et les askénazes, très peu. Oui, j'ai entendu votre petit pic à ce sujet-là. Vous avez l'impression qu'ils sont tous des descendants des Khazars ou je ne sais pas quoi. Mais en réalité, c'est pas exact, puisque les juifs ashkénazes sont en réalité des juifs qui sont partis de France quand on les a rejetés de France, ils sont venus s'installer en Allemagne. Donc ça n'a rien à voir avec les Khazars. Non, mais il y a les Khazars, mais ça n'évacue pas le problème, ça n'épuise pas la question ashkénaze. C'est un élément de la question. En réalité, le judaïsme ashkénaze est un judaïsme qui est dû. Vous savez, la France, vous parliez vous-même tout à l'heure de l'expulsion
des protestants en 1785 par Louis XIV, mais c'est la même chose. Les Juifs ont été expulsés au XIVe siècle de France, ils ont été réfugiés les uns dans les territoires du pape en Provence et à Avignon, les autres de l'autre côté du Rhin. Voilà. D'ailleurs, ma famille est marquée par les deux, parce que moi j'avais une famille qui est à la fois rhénane et avignonnaise. Donc, les Khazars, c'est la Crimée. Hein, c'est quand même l'extrême-orient de l'Europe. Oui, c'est ça, la Crimée. C'est le sud de l'Ukraine. La Crimée fait partie de l'Ukraine. Effectivement, mais ça n'épuise pas la question ashkénaze, pas du tout. Ce sont des gens qui se sont convertis au judaïsme, effectivement. Mais dire que tout le fond... De toute façon, il y a eu des travaux là-dessus, on ne va pas discuter, il y a eu des travaux de différents chercheurs. Moi, ça ne me jette pas. Mais je pense que, malgré tout, il y a une réalité très profonde qui fait que les Juifs, pas tous les Juifs, mais il y a un noyau juif très dur, qui est très anciennement, qui a un potentiel particulier, mais c'est très mystérieux la question juive. Mais en revanche, aucune fonction juive est très mystérieuse. En revanche, je crois qu'on peut dire très facilement ce que je viens de dire, c'est-à-dire que les Juifs, dans leur religion, sur un plan spirituel, ont mission c'est l'année prochaine à Jérusalem, ont mission de se choisir une nouvelle destination, de se polariser vers cette nouvelle destination, de s'entendre avec la population qui va les accueillir, et de fonder pendant un certain temps une sorte de nouvelle entité. Et elle n'a aucune raison de s'arrêter sous prétexte que Israël, c'est le retour aux origines, ça n'est pas un argument suffisant. Effectivement, je crois que c'est là l'erreur. Le jour où les Palestiniens comprendront que les Juifs ont renoncé à l'idée que leur trêve promise et que là, il n'est plus question de rassembler tous les Juifs en Palestine, les tensions baisseront considérablement. Et à mon avis, c'est ce qui va se passer. Vous avez raison. C'est pas qu'ils vont disparaître, c'est que quelque part, il va y avoir un désinvestissement religieux d'Israël. C'est-à-dire que Israël ne sera plus perçu, y compris par le peuple juif, comme étant, il sera perçu comme étant, comme ayant été à un moment donné au centre de la processus, mais ne l'ayant été que provisoirement. Il y a une temporarisation. Une temporarisation. Il y a la culture telle qu'elle est occidentale. Oui, alors là, vous savez le nombre de clivages. Oui, mais c'est pas aussi simple que ça. Il y a en Israël, à Jérusalem aussi, il y a des non-religieux à Jérusalem. Il ne faut pas exagérer non plus. Non. J'y étais encore cet été. Il y a des quartiers religieux, mais dire que toute la population de Jérusalem est religieuse, ce serait très, très, très exagéré. Même qu'à Tel Aviv, il y a aussi des religieux. C'est qu'on enseigne toujours au plus haut niveau de l'université hébraïque, n'est-ce pas? Il est un agitateur qui troublait l'ordre public, et c'est pour ça qu'il est. Oui, bien entendu, mais je crois qu'effectivement, maintenant est à l'ordre du jour le choix d'une nouvelle destination. On pourrait jouer à ce jeu-là. Quels seraient les peuples qui seraient disposés à accueillir un nouveau rassemblement interdiasporique avec le mariage, avec les Juifs, etc. Il faut projeter ce nouveau concept vers l'avenir de façon à décompresser la situation en Israël. Normalement, je dois pouvoir terminer, c'est mardi. Quand les Arabes auront compris que Israël n'est jamais qu'un épisode dans la longue histoire des peuples juifs, et que l'idée de faire venir tous les Juifs dans ce pays de façon définitive est une idée qui a été abandonnée et qui est complètement utopique et uchronique, eh bien, je crois que les esprits vont se calmer. Voilà, mais il faudrait qu'il y ait il faut créer un parti, ce que j'appelle le parti néo-sioniste, qui détermine une nouvelle Sion, une nouvelle Jérusalem,
et qui cherchent dès maintenant des lieux d'accueil. Non, je crois que Shimon Peres, il est beaucoup trop attaché à Israël. Il ne faut pas compter sur lui. Hein. On parle encore des leaders, bah, il faut des leaders. Si un juif le dit, un pourtant le dit, il va être mitraillé. Non, pas forcément. Vous le dites, mais je le dis. Si, je crois que ça peut être dit. Mais c'est comme pour la question du féminisme et du masculin. Il faut le dire avec les mots justes, il faut le dire de manière équilibrée, il faut choisir exactement les bonnes formules. Et c'est vrai qu'autrement, on dérape. Il faut savoir exprimer sa pensée dans une mesure. C'est important de ne pas déraper parce que le dérapage va aboutir à l'excès. Voilà, mais il y a des façons de dire les choses subtilement. Vous savez, quand Bismarck a découpé la Zeppesh d'Ems, oui, en 1970, il issu de 3 guerres, oui. Il a découpé l'Allemagne. Je ne savais pas, mais il a découpé l'Allemagne. Oui. Parce qu'après 3 guerres, il restait l'Allemagne, c'est la guerre de ce qu'il y avait. Enfin là, ils se sont un peu rattrapés avec l'unification de l'Allemagne. Même on a réunifié, Enfin, c'est quand même pas le quart de ce qu'il y avait avant. par rapport à l'influence, Oui. etc. Non, mais à l'époque de Bismarck, l'Allemagne n'existait pas. Il faut dire aussi les choses comme elles sont. Elle était une merveille de culture. Oui, mais elle n'existait pas en tant qu'État. Oui, mais Il y avait la Prusse d'un côté, et puis il y avait un éclatement. ce qui compte, c'est l'État ou c'est la culture? Ah, ben c'était un grand débat là-dessus. Il y avait aussi, on peut aussi dire qu'il y avait la Pologne, même s'il n'y avait pas d'État, etc. On peut dire tout ce qu'on veut. Mais enfin, malgré tout, à ce moment-là, on pourrait aussi vous répondre, monsieur, que même quand l'Allemagne a été divisée, elle constitue quand même une entité globale. Par-delà les frontières. Que l'Allemagne n'a pas été... l'Allemagne reste toujours, à moins qu'il y ait eu des déportations de population. Autrement, les Allemands sont restés là où ils étaient. Non, mais ils y sont restés ou pas? La question non, c'est ça la question. Dans quel... Il faut voir les distinguer les cas. Et il y a eu la réunification, les Flamands n'ont pas le droit de racheter en Pologne des choses qui étaient depuis des siècles. Alors, ils n'ont pas le droit. Non, mais d'accord. Mais on ne peut pas, mon cher monsieur, écrire l'histoire après coup. Ce que Bismarck a enclenché aurait pu ne pas avoir les effets que nous connaissons. Moi, je n'aime pas beaucoup cette façon de combiner... comme vous disiez vous-même, parfois ça dépend où ça tient un cheveu. Donc effectivement, on ne peut pas dire que ce qui a été enclenché en 70 devait automatiquement déboucher sur ce qui s'est passé en 45.